Salut, très contente de vous retrouver, ça fait longtemps je sais, donc ceux qui suivent depuis un moment, vous savez que je fais au mieux avec ma santé. En tout cas, aujourd'hui, histoire folle, vous allez voir, je me suis basée sur son livre, sur ses interviews écrites et ses vidéos. Donc ça va être encore une histoire très longue et surtout complètement dingue. Juste avant de commencer, ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, rejoignez-nous, c'est gratuit, ça m'encourage à continuer et ça soutient la chaîne face aux géants de YouTube. Donc merci pour ceux qui le feront. Allez, on y va direct, je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Ricky Meggie est né en Australie le 4 juin 1970. On peut le dire, il a eu une enfance assez difficile et une vie très atypique, je trouve, plusieurs vies en une. Je vous fais un résumé rapide et après on rentre au cœur de l'histoire. Ricky est élevé avec ses 3 sœurs par ses 2 parents, Wendy et Peter, jusqu'à ses 5 ans dans la ferme familiale. Jusque-là, ses souvenirs sont très heureux et puis ses parents ont voulu changer de vie pour un environnement plus urbain, donc ils vendent la ferme et partent s'installer dans la banlieue de Melbourne en appartement. Très vite, le père tombe dans l'alcool et c'est un climat familial qui s'installe progressivement assez vite, des tensions, des disputes. Et 1 an plus tard, les 2 parents se séparent. À cette époque-là, il a 6 ans. 6 mois plus tard, son père décède. Depuis qu'il est parti vivre avec sa mère, c'est lui qui a pris le rôle d'homme de la maison. Donc le petit garçon prépare le déjeuner de ses sœurs, il les amène à l'école, etc. Sa mère, elle, va essayer de refaire sa vie, mais malheureusement, elle retombera toujours sur des hommes violents, verbalement et physiquement, et souvent alcooliques aussi. Ricky va continuer ses études jusqu'au lycée, et puis après, il va quitter le cursus scolaire, malgré qu'il rêvait de devenir pilote d'avion. En fait, il avait besoin de son indépendance et de fuir en quelque sorte le foyer familial. Donc à partir de là et jusqu'à ses 35 ans, il va enchaîner une vingtaine de boulots différents. Alors il va être électricien, vendeur de tapis, jardinier, 2 fois même patron de sa propre entreprise. Il sera aussi agent de sécurité dans des clubs de nuit et aussi parfois des boulots pas très catholiques, voire même illégaux. Il va aussi déménager plusieurs fois, alors je n'ai pas compté, mais facilement une dizaine voire une quinzaine de fois. Il n'a jamais eu de port d'attache et il est même à un moment parti vivre au Canada. Il a aussi été marié, mais seulement 3 mois. Il divorcera très rapidement. En 2002, il frôle la mort déjà une première fois en faisant une chute de 7 mètres d'une falaise. Il a été retrouvé en vie avec plusieurs fractures. Ça lui vaudra 12 mois d'hospitalisation. Il évitera l'amputation du pied de justesse à cause d'une infection. Et là, un tout petit résumé pour bien comprendre la personnalité de Ricky. En fait, c'était soit on l'amputait du pied, soit il devait subir une opération tous les 2 jours pendant 16 jours pour que les chirurgiens puissent nettoyer l'os infecté. Donc ça veut dire une anesthésie générale tous les 2 jours. Et donc c'est ce qu'il a choisi comme option. Voilà, vous avez les grandes lignes, vous pouvez un peu mieux cerner donc la personne qui est Ricky Meggie. Et maintenant, place à l'histoire. Ricky a 35 ans et nous sommes le 24 janvier 2006. Il vient de décrocher un poste au ministère, donc très bien payé. C'est pas un jugement de ma part, c'est ce qui est écrit dans le livre. Il parle de plus de 60 000 $ à l'année, je suppose. Ça se situe à Port Hedland. Quand il reçoit la réponse pour le poste, il n'est pas sur place. Lui, il se trouve à cet instant à l'autre bout du pays, dans la ville d'Adélaïde, donc tout au sud de l'Australie. Il a prévu de passer voir un ami qui vit dans le coin de Halls Creek avant de commencer son nouveau travail. Donc Ricky est dans le sud de l'Australie et il doit remonter au nord. C'est un long trajet et Ricky connaît très bien ce trajet puisqu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Nous sommes donc le 24 janvier, Ricky prend le départ, il est sur la route, au début tout se passe bien et puis arrive le moment où tout va basculer. Alors à partir de là c'est assez étrange, il y a 2 versions, celle du livre que je vais vous raconter qui est donc celle d'un enlèvement. Et il y a une autre version, celle d'article où il est expliqué qu'au début, apparemment, il disait être tombé en panne sur la route. Tout ce que je vais vous restituer dans cette vidéo provient de son propre livre ainsi que de ses interviews. Donc, le début du trajet se passe normalement. Il est heureux à l'idée de commencer son nouveau travail, sa nouvelle vie, puisqu'il a pas mal bourlingué et il ne s'est jamais réellement posé. Comme le trajet est long, pour gagner du temps, Ricky décide de prendre un raccourci. Donc, il sort de l'autoroute et il emprunte un chemin de terre, une sorte de piste. Il pense arriver avant la tombée de la nuit à Halls Creek pour retrouver son ami. Et puis,
Il arrive au niveau d'une petite communauté. Sur place, il y a une station essence et comment c'est décrit dans le livre, ça fait vraiment penser à cette ambiance dans les films là, vous savez, les routes du désert, une station un peu au milieu de nulle part. Donc Ricky décide de s'y arrêter pour faire le plein. On est en début d'après-midi, puis il reprend la route, il rejoint l'autoroute. Et au bout d'un moment, il tombe sur 3 hommes assis près d'une voiture à l'arrêt sur le bord de l'autoroute et qui lui font signe de s'arrêter. Ricky est quelqu'un qui n'hésite pas à venir en aide aux autres et en plus, vu la chaleur à cette période de l'année, pour lui, c'est pas possible de laisser ces 3 hommes en galère sur le bord de la route. Donc il décide de s'arrêter, mais il prend quand même ses précautions, donc c'est-à-dire qu'il arrête sa voiture un peu plus loin devant de celle des 3 hommes. Il demande à un seul homme de venir jusqu'à lui pour expliquer de quoi ils ont besoin et il a verrouillé les portes de sa voiture. Seule la vitre côté passager est ouverte. Il est aux aguets, prêt à démarrer au moindre problème, et il a aussi une sorte de petite machette sous son siège. Là, un jeune homme s'approche, il a à peu près une vingtaine d'années. Il explique qu'ils sont en panne d'essence et qu'il faudrait aller jusqu'à Old Creeks pour faire le plein. Alors sur le coup, Ricky ne percute pas qu'en fait, déjà, l'homme ne lui demande pas s'il a un bidon d'essence sur lui, et encore plus étrange, c'est que Old Creeks n'est pas du tout la première ville la plus proche. Donc en gros, ça pue. Mais Ricky, tout ça, il tiltera seulement bien après. Donc il accepte, il déverrouille la porte côté passager, le jeune homme monte, il est d'allure souriant, chaleureux, ils vont boire quelques sodas ensemble durant tout le trajet, ils discutent, vraiment rien de spécial, jusqu'au moment où c'est l'homme qui ouvre une canette pour Ricky. Et Ricky va détourner le regard seulement quelques secondes. Ensuite, il prend la canette que le jeune homme lui tend, il boit quelques gorgées, ça a le même goût que d'habitude, mais au bout d'une dizaine de minutes, il commence à devenir tout groggy. D'un coup comme ça, il commence à voir à moitié flou. Alors ils sont encore à plusieurs kilomètres de la ville. Sur le coup, Ricky pense qu'il a juste un coup de barre, donc il continue de conduire, il essaye de maintenir son attention, mais plus les minutes passent et il est de plus en plus dans les vapes et il commence même à avoir du mal à tenir la voiture sur la route. Il fait carrément des embardées, droite, gauche, et l'homme qui est à côté, lui, reste totalement silencieux. Et d'un coup, le trou noir. Quand Ricky reprend connaissance, il est à l'arrière de la voiture qui est à l'arrêt sur le bord de la route. Il arrive à percuter qu'avec la position du soleil dans le ciel, la voiture est dans le sens inverse sur la route. C'est le soir, peu de temps avant que la nuit tombe, alors Ricky est encore complètement groggy et puis il entend 2 voix. Il arrive à identifier que c'est un homme et une femme. Il est toujours désorienté, il comprend pas du tout ce qui se passe, il pense qu'il est juste fatigué, en fait il se rappelle de rien du tout. Donc il sort de la voiture pour regarder autour de lui, pour se repérer, il avance en direction des voix, mais plus rien, plus un bruit. Il explique dans le livre qu'il a déjà pris des drogues dans le passé mais qu'il n'avait jamais été dans cet état. Là, il se sentait, je le cite, comme un fantôme qui me regardait sans aucune idée de ce qui était réel. Il décide de retourner à la voiture, les clés sont sur le contact, donc pour lui c'est bon, il va repartir, il s'installe, mais là, tout d'un coup, il aperçoit furtivement une silhouette du coin de l'œil sur le côté. C'est un homme avec le visage caché par un foulard, par une sorte de bandana. Donc Ricky sort de la voiture, il interpelle l'homme pour comprendre ce qui se passe, et l'homme ne répond pas. Et en fait, les deux se regardent en silence, un peu en face à face, ils se tournent autour. La situation est vraiment improbable, l'homme en face ne dit absolument rien. Donc Ricky décide de retourner à la voiture et de partir, mais alors il s'attendait pas du tout à la suite. L'homme s'accroche sur les galeries du toit. Ricky démarre et commence à rouler sur l'autoroute et il essaye de secouer la voiture, il accélère, il freine pour faire tomber le mec qui est au-dessus. Mais l'homme ne lâche pas, alors franchement c'est flippant, il va s'arrêter même à plusieurs reprises, il va sortir de la voiture, à chaque fois il demande à l'homme ce qu'il veut, mais l'homme ne dira jamais un seul mot. Et à chaque fois donc Ricky remonte dans la voiture, redémarre, et tout ça ça va quand même durer un sacré moment. Ricky sent petit à petit qu'il récupère ses esprits, mais pour autant il ne comprend toujours pas ce qui se passe. Vous imaginez la scène, En plus, maintenant, la nuit est tombée, donc Ricky, lui, il est toujours en train d'essayer de se débarrasser de l'homme qui est au-dessus de la voiture, mais au bout d'un moment, l'homme réussit avec un rocher à briser la vitre arrière de la voiture et à rentrer à l'intérieur. Et là, les deux hommes vont commencer à se bagarrer, alors qu'ils roulent à plus de 100 km/h. L'homme derrière, en fait, il donne des coups de poing à Ricky à l'avant, et au bout d'un moment, ne voyant pas d'autre solution, Ricky décide de sortir de la route avec la voiture et de s'enfoncer dans des sortes
de broussailles, donc la voiture quitte l'autoroute, ils sont maintenant sur une sorte de terre battue et finalement la voiture va être bloquée, va s'arrêter toute seule car ils vont se retrouver embourbés dans la terre. Donc à cet instant, les deux hommes sortent de la voiture et là, l'homme disparaît dans la nuit. Donc Ricky se retrouve totalement seul, en pleine nuit, avec sa voiture immobilisée, on ne sait où, puisqu'il n'est plus sur la route. Mais alors attendez, parce que c'est loin d'être fini, il est encore un peu groggy, mais il a toute sa tête et il comprend direct qu'il est dans la merde, donc il décide de passer la nuit près de sa voiture pour l'instant. Les heures et le jour suivant, Ricky a toujours les effets de la drogue, donc il a des souvenirs qui commencent à revenir, mais ce sont uniquement des bribes. Il dit être resté près de la voiture et avoir entendu des gens qui allaient et venaient, qui fouillaient même dans sa voiture. Pour lui, c'était les 3 hommes qui l'avaient arrêté sur l'autoroute, et avec eux, il y avait également une femme. Il se rappelle qu'il leur a demandé ce qu'il voulait, que si c'était de l'argent, ses affaires, qu'il pouvait prendre tout ce qu'il y avait dans la voiture, mais apparemment, les personnes ne lui répondaient jamais, elles restaient toujours silencieuses. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les hommes vont lui donner à boire, on est dans le désert, donc forcément, au bout de plusieurs jours, la déshydratation, donc Ricky va boire, et une fois de plus, blackout total. Ricky se réveille, il est allongé, pieds nus, seulement vêtu d'un short et d'un t-shirt, et surtout à moitié enterré dans la terre sous une bâche au milieu de nulle part dans le désert du Tanami où il fait 40 degrés. Alors il ne sait pas si les hommes ont pensé qu'il était mort et l'ont laissé là, ou s'ils ont voulu en gros que la nature se charge de faire le sale boulot. Mais ils l'ont laissé là, seul, et ils lui ont enlevé ses chaussures et ses chaussettes. Petit à petit, tout commence à lui revenir. En fait, les 3 hommes sur l'autoroute, l'homme avec lui dans la voiture, etc. Ricky regarde autour de lui, le paysage n'a plus rien à voir. Il comprend très vite qu'il est encore plus loin dans le désert. Ricky commence à avoir faim, à avoir soif. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Il estime environ à 2 jours depuis la dernière fois qu'il a été drogué. Sur lui, il constate que les hommes lui ont quand même laissé son téléphone portable sans batterie, ses clés de voiture et quelques pièces qui est l'équivalent de 15 $. Voilà, donc il est encore groggy, il essaye de se relever du coup, mais il retombe. Il lui faudra une grosse demi-heure avant de pouvoir tenir debout et de marcher. Tout de suite, il va avoir un bon réflexe, entre guillemets, c'est qu'il va s'orienter grâce au soleil. Il suppose que l'ouest est la meilleure direction pour trouver de la civilisation ou l'autoroute, donc il part dans cette direction. Ricky va marcher pendant plusieurs heures, mais rien, le néant. Alors il finit par faire demi-tour pour repartir vers l'est. Et là, il va marcher encore pendant des heures et des heures. La déshydratation commence à s'installer. Le manque d'eau peut vraiment être fatal, où il se trouve il y a très peu d'arbres, quasi pas d'ombre. Il réalise alors que s'il veut survivre, il ne va pas avoir d'autre choix que, je le cite, « m'habituer à l'idée de boire ma propre urine ». Je vous partage un extrait du livre parce que ça décrit vraiment la dure réalité de l'instant où il prend conscience de ça. L'après-midi, j'avais tellement soif que je ne pouvais pas faire un pas de plus. Une chaleur étouffante. Qu'étais-je censé faire sans eau? J'avais déjà soif. Il suffit de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir et de continuer à marcher. Je voulais trouver une autre solution que de boire ma propre pisse, mais je n'ai trouvé aucune solution magique et il n'y en avait pas. Cela devait paraître absurde de me tenir là, à moitié nu, en train de pisser dans mes sous-vêtements. Je le faisais de façon robotique et je n'ai pas arrêté d'envisager des alternatives, mais je savais qu'il n'y en avait tout simplement pas. Voilà, donc il devra s'hydrater avec sa propre urine les 2 premiers jours, ne trouvant aucun point d'eau à part des mini flaques coincées entre des rochers. Et puis les heures passent. Ricky scrute le ciel, il espère voir un avion, mais rien. Ses pieds sont de plus en plus douloureux, il saigne, il est pieds nus, je vous rappelle. Le sol est brûlant, rocailleux par endroits, mais malgré sa situation alarmante, il reste persuadé à cet instant qu'il va bientôt être secouru. Il se dit qu'on a dû retrouver sa voiture abandonnée, que son ami qui l'attendait a dû signaler sa disparition, et puis il pense aussi au nouvel emploi, il se dit que du coup son absence a dû alerter les gens. Vu le titre de la vidéo, vous savez déjà que non, il ne va pas être secouru de sitôt. La nuit commence à tomber, les températures aussi. Dans le désert, c'est vraiment les extrêmes. La journée, c'est une chaleur écrasante qui dépasse les 40 degrés et la nuit, il fait très froid. Ricky a marché tout l'après-midi sur plusieurs kilomètres. Il va finir au bout d'un moment par repérer un endroit avec quelques arbres et donc il décide de s'arrêter là pour la nuit. Malgré la fatigue physique, Ricky va avec des branches un peu feuillues construire entre guillemets une sorte de toit pendant 1 heure. Et puis après, complètement vidé, complètement à bout, il va ramper, s'allonger en dessous, il se met en boule et pour autant il ne s'endort pas, il a
tellement faim, il est rongé par la faim, ça fait plusieurs jours maintenant qu'il a le ventre vide, il ressent en plus encore les effets de la drogue. Cette nuit-là, il va avoir de la chance puisqu'il va pleuvoir, par contre il va avoir très froid, il va être gelé puisqu'il va y avoir un orage et le vent a tout détruit, a fait voler, a arraché toutes les branches, donc autant vous dire qu'il a très peu dormi et que la nuit a été très très longue. Le réveil est difficile, mais Ricky sait qu'il n'a pas le choix. S'il veut s'en sortir, il doit se lever et continuer à marcher. Il continue vers l'est. Ses plantes de pied sont vraiment amochées, de grosses coupures. De temps en temps, il fait des pauses pour retirer les cailloux coincés dans les plaies, aussi pour prendre le temps de regarder au loin s'il voit quelque chose. Il va marcher comme ça jusqu'à la tombée de la nuit encore. Il va réussir à atteindre une sorte de petite crête, c'est là qu'il va établir son camp, et puis cette fois en fait il a fait le toit de façon à ce que s'il pleut pendant la nuit, l'eau coulera le long d'une grosse branche et ça sera plus facile pour lui de récupérer la pluie. En fait vous allez voir, là on en est qu'au tout début, mais il va construire plusieurs abris tout au long de l'histoire, et à chaque fois c'est fou parce que ça va être des abris de plus en plus perfectionnés. Cette deuxième nuit, il a espéré encore de toutes ses forces pour qu'il pleuve, et par chance, il sera réveillé par une petite averse. Troisième réveil. Ricky grimpe au sommet de la crête et il regarde au loin dans l'espoir d'apercevoir un signe de la civilisation, mais toujours rien. Par contre, il voit des nuages à l'horizon. Il estime qu'ils sont environ à 7 km à vol d'oiseau. Ricky reste assis là et il regarde la nature sauvage, complètement vide. Il scrute avec attention, il aimerait tellement voir un véhicule, quelque chose, mais rien. Alors, il se relève et il reprend la route toujours en direction de l'est, en direction de la tempête, c'est son objectif. À cet instant dans le livre, il explique qu'il a toujours cette conviction qu'il va s'en sortir et il pense même à quand il va retrouver donc les 3 hommes qui l'ont kidnappé. Mais en même temps, à force de marcher dans le désert, sans apercevoir ni route, ni avion, ni aucune trace de quoi que ce soit, la peur commence quand même à s'installer, mais on va dire que c'est pas une peur panique. En tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. Je vous partage un autre extrait, comme ça vous vous ferez votre propre avis. J'avais besoin de l'aide d'en haut. Ce n'était pas exactement une révélation, plus comme la prochaine étape logique dans les circonstances pathétiques auxquelles j'étais confrontée au moment où je suis tombée de déshydratation le 3e matin. J'étais plutôt heureux de toute l'inspiration que je pouvais trouver. Je vous dis, ce mec est pas un fou, mais il est incroyable, et vraiment, vous n'avez rien vu encore. Donc Ricky, à force, est de plus en plus faible. Maintenant, il est obligé de faire des pauses tous les 100 mètres pour reprendre son souffle. Il est aussi pris de vertige. La déshydratation commence à faire des dommages sérieux à son corps. Et 4 jours sans manger maintenant, forcément ça fait mal. Il voit aussi, vous savez là, les mouches devant les yeux, les taches noires. Il tombe régulièrement. Il avance très très difficilement maintenant. Et il va même avoir des hallucinations. En plus de perdre connaissance. Au bout d'un moment, il va se mettre à prier. Alors Ricky n'a jamais prié avant, c'est la première fois. Et il raconte qu'après seulement quelques kilomètres, il aura ce qu'il estime pour lui être un signe. Donc là, depuis le début, il a marché quasiment 90 kilomètres. Et il finit par tomber sur une rivière. Clairement, c'est le gros coup de chance. Il décide de rester quelques jours sur place pour récupérer, pour se reposer, pour permettre aussi à ses pieds de cicatriser un peu. Quand Ricky reprend la route, il a une idée très maligne qui lui vient, puisqu'au lieu de marcher, il décide de se laisser porter par le courant dans la rivière. Donc pour lui, c'est beaucoup plus reposant pour ses pieds, ça le sauve aussi de la déshydratation en même temps. Par contre, c'est pas du tout un trajet facile. Il explique dans le livre que sous l'eau, déjà il y a plein de branches, il y a aussi plein d'arbres submergés et il y a même des poteaux de clôture, des fils barbelés, donc il se blesse. Par l'endroit, l'eau est tellement boueuse qu'il ne voit rien et les courants sont vraiment très forts. Il va alterner la marche dans l'eau quand le niveau lui arrive au niveau des chevilles et la nage. Et il va faire ça pendant 5 heures environ. Il va parcourir 6 km comme ça dans la rivière en flottant. Au bout d'un moment, il est tellement épuisé qu'il s'arrête, il remonte un camp et dans le livre, il parle d'une sorte de moulin à vent. C'est la traduction que j'ai eue et c'est la traduction que j'ai trouvée aussi dans ses interviews sur les vidéos YouTube. D'ailleurs, vous retrouverez les liens en barre de description des vidéos, des articles, tout ça. En fait, je suppose que ce sont les sortes de grandes éoliennes. Vous voyez, je vous mettrai une image pour illustrer. Pour lui, c'est obligé, en fait, il va être sauvé puisque des gens vont bien finir par venir à un moment vers cette
cette éolienne. Sa logique, c'est que s'il y a une éolienne, si elle a été construite là, c'est qu'elle n'est pas abandonnée, et pourtant, elle est dans un sale état, c'est-à-dire qu'elle est toute rouillée, ses hélices ne sont plus là, elles sont au sol, enfin voilà. Mais Ricky pense toujours quand même que bientôt il va être secouru. Donc il installe son camp ici, donc comme il y a la rivière, la végétation a changé, c'est de l'herbe verte, assez haute, il pense forcément tout de suite à la nourriture qu'il pourra peut-être y trouver, parce qu'il n'a toujours rien mangé, et puis sinon, au pire, ça sera pour lui un lit moelleux. Par contre, il va vite se rendre compte que, ok, la rivière, ça lui apporte de l'eau, mais en contrepartie, il a le droit aux moustiques tigres. Tout le long du livre, il va parler de ces moustiques et ça a l'air vraiment terrible. Là, au niveau du moulin à vent, en fait, il est dévoré par des essaims entiers qui lui recouvrent tout son corps. Et le seul moyen pour lui d'être tranquille, c'est de s'immerger dans la rivière. Et encore même là, il s'en prenne à son visage hors de l'eau. Donc parfois, il se met carrément sous l'eau pour éviter les hordes de moustiques. Au final, il va finir par grimper tout en haut de l'éolienne. Il scrute toujours l'horizon, mais toujours rien. Et puis il finit par s'endormir tout en haut, ce qui est dangereux parce qu'il est à plus de 20 mètres de hauteur, mais il va réussir à dormir comme ça toute la nuit sans tomber. Le lendemain, Ricky trouve les hélices du moulin à vent un peu plus loin. Il va s'en servir pour se construire un abri en forme de pyramide. Alors, ça sera son premier abri un peu plus élaboré, on va dire. Il va passer plusieurs heures à consolider cet abri puisque lui, il pense qu'on va le retrouver ici. Donc, il va colmater les trous avec de la boue, avec de l'herbe. Il continue en même temps toujours régulièrement de monter au sommet de la plateforme pour regarder. Il garde espoir, il n'est pas du tout abattu. À un moment, il verra un avion au loin comme ça, mais bon, voilà, beaucoup trop loin pour être vu. Et pour la première fois, il va aussi commencer à se nourrir, mais alors attention, avec des racines et des insectes. Il va pleuvoir des trompes d'eau pendant 4 jours. Son abri tient le coup. Les nuits, par contre, sont glaciales. Et du fait d'être constamment dans l'humidité, dans la boue, tout ça, il commence aussi à avoir des infections au niveau de ses pieds. Durant tous ces jours, Ricky va se nourrir uniquement d'herbes, de quelques insectes, de racines à moitié recouvertes de boue. Il est affamé, clairement, il cherche par terre, il gratte le sol, il est très affaibli, et pourtant, je le cite, « Je restais sûr à 100% de m'en sortir vivant. La possibilité de la mort ne m'avait pas sérieusement traversé l'esprit. » Finalement, avec les hélices de l'éolienne, il va former le mot SOS qui sera visible du ciel, car il décide de reprendre la route. Alors ça a été un choix très difficile à faire, car il ne sait pas du tout si plus loin il va retrouver de l'eau. Et petit détail, avant de partir, il pense à mettre une sorte de petit panneau pour indiquer la direction dans laquelle il s'en va si jamais des secours étaient amenés à venir jusqu'ici. Ricky dérive à nouveau dans la rivière. Il suit le courant depuis plusieurs heures maintenant. Il est gelé et il ne sait pas du tout où mène la rivière. Il prend alors la décision d'en sortir et d'emprunter une sorte de chemin de terre. Là encore, il se dit que s'il y a un chemin, c'est qu'il doit être emprunté, c'est qu'il doit y avoir du passage. Alors il marche. Plus il avance et plus le terrain devient de plus en plus sec, jusqu'à ce qu'il n'y ait que de la terre. Ricky se demande s'il a bien fait de s'éloigner de la rivière, il hésite à repartir en arrière, mais il finit par trouver une piste, un vrai chemin. Il va encore marcher plusieurs kilomètres comme ça, et il va finir par arriver au niveau d'une clôture, une vraie clôture, avec, c'est décrit de grandes portes rouges, et il y a un immense panneau. Ricky est soulagé, il comprend tout de suite qu'il est arrivé dans une zone d'élevage de bœufs. Donc il se dit qu'une ferme ne doit pas être très loin, il est sûr de lui, il va être bientôt sauvé, c'est obligé, mais en fait ce qu'il ne sait pas, c'est que cette zone d'élevage s'étend sur plus de 2000 km². Donc il continue à marcher, au bout d'un moment, il arrive sur une route, une vraie route en bitume, et plus il avance, plus il retrouve des flaques d'eau. Donc encore une chance. Alors oui, l'eau est boueuse, mais bon, c'est mieux que rien. Il parcourt comme ça encore 6 km. Ça, c'est depuis qu'il a quitté la rivière. Et pour la première fois, depuis le premier jour, il va réussir à attraper un petit lézard. Ça va être sa première source de nourriture autre que insectes ou végétation. Il va le faire sécher 2 heures au soleil avant de l'avaler. Et là, attention, âme sensible, il va aussi manger donc des chenilles, encore d'autres insectes, il trouvera des phasmes. Voilà, il fait avec ce qu'il trouve, il n'a pas le choix. Par contre, au niveau de ses pieds, ça saigne, toujours en continu, et il a mal, de
plus en plus mal. Il déchire alors son t-shirt pour l'entourer autour de ses pieds. C'est un peu plus confortable, mais c'est quand même très compliqué de marcher comme ça parce que des cailloux se coincent dedans, donc ça fait mal, donc il doit constamment défaire, secouer, remettre, ou alors le t-shirt se détache. Donc il avance vraiment pas vite, et puis pour ne rien faciliter, il est littéralement en train de cuire sous le soleil australien torse nu. Dans le livre, il décrit qu'à cet instant, il n'a presque plus de force pour avancer, entre l'épuisement, la douleur, mais qu'il sait que s'il ne continue pas, il n'aura aucune chance de s'en sortir vivant. Alors, il s'occupe l'esprit et il chante des chansons. Je ne sais plus quelle histoire de survie je vous ai déjà partagée où la personne faisait pareil, chanter. En tout cas, voilà, Ricky fait tout pour se concentrer sur autre chose que la douleur dans ses pieds. Je le cite, « C'est drôle comme votre seuil de douleur augmente comme ça quand vous êtes confronté à des situations aussi extrêmes. Au début, mes pieds étaient vraiment douloureux, complètement coupés et saignaient, et leur état s'aggravait, mais la douleur se dissipait. Il se répète en boucle qu'il doit continuer, un coûte que coûte, ne rien lâcher, que la douleur est supportable, qu'il doit continuer de marcher. Il cède à l'aide d'un bâton ramassé sur le chemin. Et là encore, alors je vais citer un autre passage parce que ça me fait penser au film Seul au monde, le passage avec le ballon. Vous allez voir. Un peu bizarre de dire que je me suis liée d'amitié avec un simple morceau de bois, mais j'étais assez à court de compagnie et mon bâton ne m'a jamais laissé tomber. Plus Ricky avance et plus les flaques d'eau se font de plus en plus rares maintenant jusqu'à disparaître totalement. Et la seule source d'eau qu'il va trouver, ce sont dans des sortes de pirogue, c'est écrit comme ça dans le livre, c'est sale et c'est aussi rempli d'excréments de vaches. Et puis la nuit finit par tomber avec le froid glacial, les moustiques tigres. Par chance par contre, il va trouver une étable vide où il pourra passer la nuit. Le lendemain, Ricky continue, il repart, il marche encore et encore. Toujours personne, mais il garde espoir. Par contre, il arrive à un stade où il ne peut plus du tout avancer, il est trop faible, complètement déshydraté, donc il se remet à prier et là... Croyez-le ou non, mais 15 minutes après, il va se mettre à pleuvoir. Alors pour lui, c'est clairement une bénédiction, c'est le mot qu'il emploie dans le livre. Grâce à ça, il va pouvoir reprendre la route pour finalement arriver à une intersection. Et là, il y a 2 panneaux. Bien sûr, dans 2 directions bien opposées, donc l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest. Alors, d'un côté, c'est une très bonne nouvelle parce que s'il y a des panneaux, c'est quand même un signe de civilisation. Mais le choix est terrible. De quel côté aller Ricky décide d'aller voir d'un côté et donc de continuer de marcher comme ça, sans savoir s'il part du bon côté. Et il va marcher comme ça un long moment, mais rien à l'horizon. Donc il décide de faire marche arrière, de revenir à l'intersection, mais on est en plein milieu de l'après-midi, il fait trop chaud maintenant, il a trop soif, il a besoin de faire une pause, de chercher de la nourriture aussi et de réfléchir quoi faire. Alors il s'arrête, mais il prend quand même, et là aussi je trouve que c'est assez fou, vu le contexte, vu sa fatigue d'avoir... les réflexes là encore, et la force pour le faire. Donc il prend le temps de faire un SOS avec des pierres au cas où un avion passerait. Il explique que ça lui a pris des heures vraiment d'emmener des pierres pour former le mot, de faire les allers-retours. Et ensuite seulement il part à la recherche de quoi manger. À force de chercher, il repère un arbre mort. Il sait qu'à l'intérieur, il y a de grandes chances de trouver des larves. Donc il passe sa main à l'intérieur du tronc, il en ressort une poignée de larves qu'il mange, il replonge sa main une deuxième fois, mais là il sent une piqûre. En fait c'est un énorme mille-pattes d'une 20aine de centimètres. Alors je suis désolée, je ne peux pas mettre de photos, j'ai la phobie de ces insectes. Rien que de le raconter, là je le vois, je le visualise. Donc il s'est fait piquer, sa main commence à gonfler, puis tout son bras et la douleur monte. Ricky panique. C'est la première fois dans le livre qu'il panique. Alors, il retourne au niveau de l'intersection et il se met à courir. Il veut trouver un médecin. Il panique vraiment. Donc, il crie à l'aide, il hurle. Il raconte que c'est la première fois qu'il a vraiment eu peur de mourir. Il sent le poison traverser tout son corps. La douleur est atroce, de plus en plus forte. Et puis c'est la nuit en plus, mais à un moment, il lui semble apercevoir au loin une lumière. Donc il quitte la route et il s'enfonce dans la végétation. Il a l'impression que ce sont des phares de voiture, mais il n'est pas sûr. Donc il marche
marche, il court à moitié et dans la panique et dans la nuit, il va se prendre les pieds et il va tomber dans du fil barbelé, dans le fil d'une clôture. Il se relève, il continue encore, il va atteindre la voiture et puis bam, il retombe encore dans d'autres fils barbelés. Il hurle, mais par contre, il se dit que s'il y a deux clôtures aussi proches l'une de l'autre, c'est sûrement pour garder du bétail. Donc malgré la panique, il arrive quand même à garder un certain raisonnement. Pour lui, il doit y avoir du monde, pas loin, et puis finalement, les phares disparaissent et il se retrouve seul, en pleine nuit, éloigné de la route. Il essaye de la retrouver, mais il va tomber dans des trous, dans la boue, trébucher sur des rochers, et puis d'un coup, il se sent encore plus mal. Il doit s'allonger, il s'allonge dans l'herbe, et tout le côté gauche de son corps est enflé, même son visage. Il sent le liquide du poison, il commence même à étouffer, il réussit quand même à se relever, à marcher un peu plus loin jusqu'à un endroit plus dégagé, et il finit par s'effondrer sous un arbre en attendant la mort. Ce sont les gouttes de pluie qui réveillent Ricky. Avec soulagement, il constate que son corps a désenflé. Par contre, il a complètement dévié de sa route. Il est un peu au milieu de nulle part, donc il cherche autour de lui des repères, et finalement, il voit au sol des empreintes de vaches dans la boue, donc il décide de les suivre. Peut-être qu'elles vont le conduire à un cours d'eau ou à une étable, donc il va marcher comme ça, très longtemps encore, mais sans rien trouver. Au bout d'un moment, il retombe sur les clôtures de la nuit, celles où il s'est pris dedans. Alors, ne me demandez pas comment il sait ça, il le précise pas, mais pour lui, ce sont les mêmes clôtures, et il se dit alors que s'il longe la clôture, il va forcément finir par retomber sur la route, et donc sur l'intersection. Ricky est tellement épuisé, il a tellement faim et soif, qu'il essaye de s'encourager de toutes les manières possibles pour garder le moral et pour continuer d'avancer. Il se recouvre aussi tout le corps, même le visage et les cheveux avec un mélange de boue et de bouse de vache pour éloigner les moustiques. En chemin, il va aussi trouver une vieille couverture, donc complètement abandonnée, toute boueuse, mais il la prend puisque ça va lui servir. La nuit est là, à nouveau, il doit s'arrêter et il va faire tenir la couverture avec des bâtons pour faire un semblant de toit. Malheureusement, ça s'effondre et alors si j'ai bien compris, il a construit des sortes de barricades entre guillemets de petits murets de 60 cm de haut avec un mélange de boue et de bouse là aussi et il a posé ensuite la couverture au-dessus et il va s'endormir dessous. Malheureusement, ses copains les moustiques vont quand même le dévorer toute la nuit. Ricky se réveille tôt et il ne veut pas rester là. Son objectif, c'est toujours de retrouver cette intersection. Au bout d'un moment, il va encore tomber sur une autre clôture. Et là, à cet endroit, il explique en fait qu'il doit encore choisir entre deux directions. Et il n'est même pas sûr en fait d'avoir vraiment avancé. Il a peut-être tourné en rond. Donc il sait pas trop quoi faire, il va réfléchir et il décide finalement de repartir dans l'autre sens en suivant la nouvelle clôture. Alors il est pas du tout sûr de lui, mais pour se rassurer, il se dit qu'il est dans la bonne direction. Et donc il va marcher comme ça toute la journée sans jamais rien croiser, ni de vaches, ni d'étables, ni rien. Le soir, il rétablit encore un campement pour la nuit au pied d'un tronc d'arbre cette fois-ci. Il va se servir également des poteaux de clôture qu'il a arrachés. Ça va lui prendre là encore des heures. Il est très très affaibli. Il explique avoir encore prié pour demander de la pluie, un signe, et il a plu. Par contre, cette fois, ça sera les fourmis. Son corps en est recouvert. Ça va l'obliger à sortir de l'abri et il va passer la nuit en fait blotti contre un arbre à la belle étoile et il explique qu'il a des fourmis partout sur lui. Apparemment, ce sont des fourmis vertes et de ce que j'ai retrouvé, leurs piqûres sont très très douloureuses. Donc autant vous dire qu'il a encore passé une très sale nuit. Le lendemain, Ricky repart toujours à la recherche de cette intersection. Il va marcher inlassablement le long de la même clôture. En fait, il suit toujours la clôture, pour finalement enfin retomber sur la route. Mais là encore, dilemme, quelle direction prendre sur la route ? Droite ou gauche ? Il décide de poursuivre dans la direction de la clôture, c'est-à-dire qu'il est sur la route mais il continue à avancer dans la même direction. Et ce qui est fou, c'est qu'il est toujours sûr d'être sauvé. En fin de journée, il refait un abri près de la route cette fois-ci, comme ça, au cas où une voiture passe, on le verra. Et ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, il passe des heures à construire l'abri malgré son épuisement. Et il explique que cette fois-ci, son abri est encore mieux que les autres fois. Là, il a fait un toit avec des branches, de la boue compactée, et il a même pu être épargné des moustiques, bon, pas très longtemps, mais ça lui a fait un petit répit, on va dire.
Le lendemain matin, pour une fois, Ricky décide de rester un jour de plus sur place. Il est affamé, il est épuisé, il a besoin de reprendre des forces. Donc il veut chercher de la nourriture, trouver de l'eau, puis aussi un peu rassembler ses pensées. Il trouvera seulement un fruit et un lézard. Il commence un petit peu à être abattu, mais il fait tout pour rester concentré sur les points positifs. Ricky passe sa deuxième nuit dans le même abri. Le jour se lève, Ricky se sent reposé. Il se sent mieux, il a bien dormi, ça faisait longtemps, donc il reprend la route. Par contre, il est toujours aussi affamé et assoiffé. En route, il va remarquer d'autres champs d'élevage. Et là, il se dit que les vaches doivent bien boire quelque part, donc forcément, il y a des points d'eau. Il va marcher encore plusieurs kilomètres sans résultat. Et comme maintenant il fait trop chaud pour continuer, il s'arrête sous un arbre. Il est déshydraté, mais lui vient l'idée de chercher de l'eau en creusant dans le sol là où il y a de l'argile sèche. Il avait vu ça dans une émission de survie et ça marche puisqu'à force de creuser, il trouve de l'eau. Donc il se réhydrate, il récupère un petit peu avant de repartir. Là, en tout, depuis son départ de la rivière où il y avait l'éolienne, il a parcouru 30 km. Et alors, vous n'allez pas le croire, et lui aussi, il a halluciné. Ce qu'il va trouver est assez improbable, c'est vraiment le gros coup de chance car un peu plus loin, il finit par arriver à un barrage d'eau. Donc niveau réserve d'eau, ça y est, maintenant il est sauvé, il a largement ce qu'il faut, il peut même nager dedans. En fait, c'est la saison des pluies en Australie, donc le barrage a pu se remplir. Ricky, en toute logique, décide d'établir un camp à cet endroit. Comme il y a de l'eau, il y a aussi beaucoup plus de végétation et plus de faune également, donc il va pouvoir mieux se nourrir avec des grillons, des sauterelles, des sangsues. Il va aussi trouver des crabes, des grenouilles, toujours des plantes comestibles. Il parle de radis sauvages, de nénuphars également. Et en ce qui concerne l'abri, il est super motivé, il y prend même du plaisir parce qu'en fait, il a cette impression d'être enfin arrivé quelque part. Il va réussir à creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il réussit vraiment à faire un abri bien, vu les conditions, à tel point que la température est de 10 degrés plus chaude à l'intérieur qu'à l'extérieur la nuit et elle est plus fraîche la journée. C'est vraiment dingue, je trouve. En plus, il peut se tenir assis dans son abri. Il n'est pas si étroit que ça, tellement il a creusé. Il a même pensé à faire une fosse pour les toilettes. C'est fou de voir à quel point il arrive à s'organiser dans de telles conditions. C'est encore un bel exemple de résilience. Au fil du temps, il a vraiment su tirer parti de ses précédents abris. Il aurait très bien pu se laisser aller, abandonner, mais non. Et en plus, il sait rester organisé malgré la fatigue, la faim, la déshydratation après des semaines de survie. Ricky entend le moteur d'une moto au loin. Il court dans sa direction. Il est euphorique. Il monte en haut d'une petite colline, en haut dans un arbre pour essayer de voir les phares. Mais rien de rien. Et le comble, c'est que maintenant, il est perdu. La soi-disant moto a disparu et il ne sait plus du tout comment revenir à son abri. Il fait nuit noire, il ne voit rien, donc il décide de rester dans l'arbre pour la nuit. Les 3 jours suivants, il fait de plus en plus chaud. L'environnement est de plus en plus sec, mais malgré tout, Ricky reste sûr qu'il peut s'en sortir vivant. Alors parfois, oui, il a des baisses de morale, mais dans l'ensemble, depuis le début, il a toujours eu cette conviction qu'il s'en sortirait. Maintenant, par contre, voyant que rien ne se passe ici, il se pose à nouveau la question du choix crucial. Partir ou rester ? Il va hésiter pendant plusieurs jours, rester là et attendre qu'on vienne le secourir, mais sans aucune certitude, mais proche d'une source d'eau, avec de la nourriture entre guillemets, pas en abondance, mais suffisamment pour tenir en vie, ce qui est à prendre en compte, ou alors partir. Parfois, il entend des avions, mais trop loin de lui, il est toujours coincé au milieu de nulle part. Certains jours, il se sent prêt à partir, mais son corps, lui, ne suit plus, et parfois c'est l'inverse. Il dit dans le livre, je le cite, « C'était comme avoir 4 ou 5 personnalités différentes en moi, chacune tirant dans une direction différente. » Finalement, il va manger le plus possible durant 3 jours, s'hydrater un maximum, ses pieds vont un peu mieux et donc il décide de partir après 10 jours passés sur ce camp et donc partir pour une dernière tentative. Peu de temps après le lever du soleil, Ricky est prêt pour le départ, mais il doute tellement qu'il ne lèvera le camp qu'en milieu de matinée. Il prend avec lui des racines, des nénuphars, il accroche tout ça autour de sa taille pour lui permettre de tenir quelques jours. Par contre, pour l'eau, il n'a aucun contenant. C'est donc reparti pour une marche, sans savoir ce qui l'attend. Les premières heures, il ne trouve aucune source d'eau. Il avance très très lentement, la chaleur est
écrasante, il s'arrête très souvent, ses jambes sont très affaiblies maintenant. Au bout d'un moment, ça n'est plus possible pour lui d'avancer, alors il est obligé de s'arrêter et de faire une pause à l'abri d'un petit arbre. C'est à ce moment-là qu'il décide maintenant, écoutez bien, de marcher la nuit. Il part du principe que les températures sont plus supportables la nuit et donc il va faire comme ça 1 kilomètre dans la nuit la plus totale sans s'arrêter. C'est seulement vers minuit qu'il se pose pour dormir. Cette fois par contre, pas d'abri, ça lui prendrait trop de temps puisqu'il ne va pas rester sur place. Donc il va juste dormir à même le sol sur une botte d'herbe qu'il a regroupée, qu'il a amassée en un tas. Le lendemain, Ricky reprend la route. Parfois, il est à 2 doigts de tout abandonner. Son corps le lâche à moitié, mais il se dit qu'il est allé trop loin maintenant pour faire demi-tour. Après plusieurs heures de marche très douloureuse, il arrive dans un immense enclos d'herbe brune, brunie par le soleil, et au loin, il aperçoit une sorte de monticule vert, une petite montagne. Son objectif, l'atteindre. Et il espère de tout cœur que se trouve là-bas un autre barrage. Parce qu'il voit d'où il est que la végétation est plus verdoyante. Donc il est très malin quand même. Ricky poursuit donc avec en ligne de mire cette montagne verte. Il est complètement déshydraté, il va se faire violence et dépasser ses limites. Il va perdre connaissance plusieurs fois tellement il est faible. Il décrit l'herbe comme tranchante comme un rasoir qui s'enfonce dans ses plaies sous les pieds. Le soleil lui brûle le visage, les lèvres, même le dessus de ses mains. Il est maintenant à une centaine de mètres de la montagne, il ne tient plus du tout debout, alors il se traîne à genoux, il rampe. Il se dit que si ça n'est pas un barrage, alors ça sera sa dernière demeure car il sait qu'il n'a plus la force pour aller plus loin. Il continue de ramper mètre après mètre. Il va ramper comme ça sur 600 mètres. C'est énorme. Et enfin, il voit qu'il a eu raison de ne pas perdre espoir car ça n'est pas un barrage, tenez-vous bien, mais 2 barrages qui se profilent à l'horizon. En fait, il y a un premier barrage à débordement et un autre juste derrière le barrage principal. Pour lui, c'est sûr maintenant, il est sauvé, c'est ici qu'on va le retrouver. Sur la place, autour, il y a de grands arbres. Il décrit ça en fait comme une mini-oasis. À proximité, il y a également des enclos à bétail. Alors, il ne voit pas, mais il entend les vaches ou les bœufs meugler au loin. Il dit qu'il pense pouvoir tenir encore 6 mois, vu tout ce qu'il a à sa disposition. Il est certain qu'ici on va le retrouver. Alors, Ricky se met à la construction, une fois de plus, d'un nouvel abri. Et cette fois-ci, il va se servir d'une auge. Elle mesure 2 mètres de long et surtout, elle pèse dans les 80 kilos. Ricky va clairement galérer à la traîner car elle était éloignée du barrage. Ça va lui prendre une grosseur et plusieurs bleus. La photo que je vous montre, c'est celle qui est dans son livre. C'est son abri. Côté nourriture, il aura essentiellement des grenouilles, des chenilles, des racines. Par chance, il va aussi trouver une boîte de conserve. Ça lui fait enfin un contenant. Jusqu'ici, il n'en avait pas. Par contre, le soleil, lui, cogne toujours aussi fort. Et il y a aussi toujours les fameux moustiques tigres. Ça fait 1 semaine maintenant qu'il a établi son camp ici et il va apercevoir un avion dans le ciel. Mais ce dernier ne le verra pas. Ensuite, peu de temps après, quelques jours après, ça sera un hélicoptère. Et là, il vole si bas que Ricky peut lire les lettres inscrites sous l'appareil. Il voit même le visage du pilote. Alors, il attrape les branches, il les secoue les bras en l'air, il hurle, il est persuadé que le pilote le regarde. Et c'est une histoire de fou parce que au final, l'hélicoptère va continuer sa route et ne reviendra jamais. En fait, Ricky pense que le pilote l'a vu, mais que ce dernier s'est dit qu'il travaillait là au barrage et que c'était juste un gars comme ça qui faisait signe pour saluer. Cet épisode lui met un gros coup au moral, alors pour ne pas déprimer et pour avoir un objectif, il continue à perfectionner la construction de son abri. Et il va faire ça semaine après semaine. Durant tous ces jours, il va essayer aussi à plusieurs reprises d'allumer un feu en frottant 2 bâtons l'un contre l'autre ou 2 pierres. Il arrivera juste à faire des étincelles mais jamais de flammes. Et pourtant le feu l'aurait réchauffé la nuit, ça lui aurait permis aussi de cuire les grenouilles qu'il attrapait et également de se faire repérer du ciel plus facilement si un avion repassait par là. Plus les jours passent, forcément, Ricky s'amaigrit de plus en plus, il est de plus en plus affamé et il est trop épuisé maintenant pour chercher de la nourriture. Alors il essaye de se nourrir avec les cafards qui rentrent dans son abri. Mais apparemment, de ce qu'il explique, il l'a juste mis dans sa bouche, il a même pas croqué tellement l'odeur, le goût comme ça, c'était trop répugnant. Alors il mangera des mouches. Il les attrape directement quand elles se posent sur lui. Et au niveau des racines, en fait, il a tellement tout cueilli, tout épuisé le stock autour de son abri que maintenant les autres sont trop loin pour lui.
Ça fait 1 mois maintenant qu'il est ici. Ricky voit son corps devenir squelettique. Les muscles de ses mollets et de ses cuisses ont pratiquement disparu. Il a conscience qu'il doit se nourrir pour survivre. Alors, là encore, lui vient une idée. Je me demande comment c'est possible d'avoir autant de sang-froid, autant de réflexion dans une telle situation. Ricky décide en fait de séparer l'enclos d'à côté, donc où il y a la végétation, en 4 parties pour laisser le temps aux racines, aux herbes de pousser, pour ensuite cueillir une section l'une après l'autre en alterné. En fait, il fait une rotation. Ce passage m'a vraiment scotché. Réussir à avoir cette idée, cette réflexion, je trouve ça vraiment dingue. Oui, je répète souvent, c'est fou, c'est dingue, je sais. Au niveau de l'eau, par contre, c'est un peu plus compliqué. L'eau du barrage, à force, elle est devenue trouble à cause de l'herbe qui l'arrache tout autour. La boue remonte à la surface. Dans le livre, il explique qu'à cet instant de sa survie, il garde quand même toujours la volonté de s'en sortir, mais que par contre, il a perdu tout espoir qu'on le sauve. C'est-à-dire qu'il pense pouvoir lui s'en sortir lui-même, mais pas qu'on le retrouve. Il veut encore tenter une dernière excursion pour partir, mais il est tellement à bout de force en fait qu'il ne pourra faire que 600 mètres et puis il sera obligé de revenir à l'abri. Ce qui est assez incroyable aussi, c'est que malgré sa situation désespérée, il réussit mentalement à tenir le coup. Et ce qui est tout aussi décontenançant, déconcertant, ce sont quels côtés positifs il voit, comme le fait d'avoir arrêté de fumer. Voilà, il essaye de s'accrocher aux moindres choses positives et il essaye d'inventer, je le cite, des idées de nouvelles entreprises et de créer de nouveaux concepts. En fait, il part du principe que maintenant, il a le temps, qu'il n'a plus le stress de la vie quotidienne pour ne pas le faire. Il veut arrêter de trop penser à lui et aider les autres personnes moins chanceuses, si jamais il s'en sort. Et en même temps, plus les jours passent, en fait, ça fait plus de 2 mois maintenant qu'il essaye de survivre. Donc, niveau mental, c'est en même temps difficile. Niveau physique, c'est dramatique. Et à tout ça se rajoute autre chose. Il a remarqué depuis quelques jours des dingos, une meute de dingos qui rôdent autour de son camp. En fait, ce sont des chiens sauvages qui ressemblent un peu aux renards. Ils sont considérés comme dangereux et Ricky craint qu'ils attendent le bon moment en fait pour l'attaquer. Alors chaque soir, quand il se couche, il bouche l'entrée de son abri avec des pierres. Et petit détail, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au-dessus de son abri, il a fabriqué une croix. C'est parce qu'il garda à l'esprit que c'était probablement sa dernière demeure et il a voulu le symboliser comme les tombes. Et c'était, comme ça, si quelqu'un passait par là, que la personne soit interpellée par la croix et vienne retrouver son corps. Alors là, on va aborder un passage difficile, le plus difficile du livre, je trouve, donc âme sensible, vraiment s'abstenir. Je pense que je vous mettrai un timer là tout de suite pour vous indiquer quel passage à éviter, même si je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que YouTube censurerait clairement. C'est beaucoup trop trash, beaucoup trop pour YouTube, c'est l'équivalent de l'histoire d'Harold Ralston qui s'ampute le bras tout seul. Ça fait des jours et des jours que Ricky a mal au niveau de la mâchoire, du côté gauche. Alors il pense au début que c'est une morsure d'araignée, il n'a pas de miroir pour regarder, mais le lendemain, sa langue, son cou aussi, sont gonflés. Il ne peut plus ouvrir la bouche, la douleur est atroce, et c'est là qu'il prend conscience que ça n'a rien à voir avec une araignée, mais que c'est une dent. Il va, avec beaucoup de mal, toucher avec son doigt à l'intérieur de la bouche, pour repérer quelle dent précisément, et là, il va sentir plusieurs cloques et un gros abcès dans sa bouche. Il repère la dent, et là je vous passe les détails pour ne pas être censuré par YouTube, mais en gros il va percer l'abcès et les cloques dans la bouche avec une de ses clés de voiture qu'il a aiguisée avant sur un piquet de clôture, et ensuite il va arracher la dent avec du fil de clôture. Alors il devra s'y prendre à plusieurs reprises avant de réussir, car la douleur est tellement insoutenable qu'il va perdre connaissance. Voilà, donc niveau douleur, tout le monde a déjà eu une rage de dents. Là, ça a dû être puissance 1000. Il va rester après 4 jours sans sortir de l'abri et sans manger, tellement la douleur était insoutenable. Et ce qui est intéressant, entre guillemets, on va dire, c'est qu'on voit que pour faire ça, il faut avoir cette volonté de vivre. Il explique qu'il a fait ça car il savait qu'il pouvait mourir d'une infection. Donc, il croyait finalement toujours qu'il pouvait s'en sortir. Au bout du 5e jour, il se force à sortir de son abri pour tester s'il tient toujours debout. Ce n'est pas le cas. Il va se traîner jusqu'à l'eau du barrage pour rincer sa bouche et puis jusqu'à l'enclos pour essayer de se nourrir un peu de quelques racines. Il ne pourra pas faire plus, il tombe au bout de 2 pas. Il est vraiment maintenant dans un sale état et même sa vision maintenant est devenue totalement floue. Une fois de plus, Ricky entend le moteur d'une voiture au loin. Alors ça n'est pas la première fois, et à chaque fois qu'il sort vérifier, il n'y a rien.
Donc cette fois, pas question, il sait que c'est encore le vent qui lui joue des tours, il ne bouge pas et de toute façon, il n'a plus la force. Il est à moitié dans les vapes, presque inconscient. Mais, à un moment, il entend comme ce qui semble être un changement de vitesse, l'embrayage. C'est ce qu'il explique dans le livre. Et c'est ça en fait le déclic. Et dans sa tête, ça ne fait qu'un tour, impossible que ça soit le vent. Il connaît trop bien ce son. Il sort alors de son abri et au loin, il aperçoit un 4x4 qui arrive vers lui. À l'intérieur, 2 hommes. Il réussit à se lever tant bien que mal, à agiter les bras en l'air. Les 2 hommes, ce sont 2 fermiers, Taz et Bruce, qui viennent vérifier en fait l'état des clôtures, du barrage, etc. Et quand ils aperçoivent Ricky, ils sont complètement abasourdis par ce qu'ils voient. Ricky leur explique toute l'histoire, et ce qui est drôle, ce qu'il raconte, c'est que lui, il pensait crier en leur parlant, mais comme il n'avait pas parlé depuis plus de 2 mois et comme il était très affaibli, en fait, il chuchotait. Mais lui, il était vraiment persuadé d'hurler. Enfin voilà, Ricky Meggie est enfin sauvé. Avant de partir, il tient quand même à récupérer quelques objets qui l'ont accompagné tout au long de sa survie, comme sa dent arrachée, les clés de sa voiture. Durant tout le trajet en voiture, il n'arrête pas de toucher en fait les 2 hommes devant pour voir s'ils sont bien réels, s'il n'est pas en train de rêver. Il va passer 3 semaines à l'hôpital, il a perdu 60 kilos. À l'origine, il pesait 105 kilos, quand il a été retrouvé, il en faisait plus que 45-48. Les médecins qui vont le prendre en charge diront que malgré son extrême maigreur, il n'est pas en état de déshydratation, donc oui, forcément avec le barrage, et qu'il va bien, en tout cas par rapport à ce qu'il vient de vivre, ça aurait pu être bien pire. Son corps n'étant plus habitué à ingérer de la nourriture normalement, et puis avec la douleur aussi au niveau de sa bouche infectée, il a dû se renourrir progressivement avec de la soupe au début par petites portions. Il apprendra plus tard que sa sœur, au bout de 6 semaines, avait signalé à la police sa disparition, mais que rien n'a été fait car il n'y avait aucune piste et que la zone à couvrir était beaucoup trop grande. D'ailleurs, il faut savoir qu'on estime à environ 300 personnes qui disparaissent chaque année en Australie dans cette région. Il apprendra aussi qu'il avait été laissé à 30 km de la route et sa voiture a été retrouvée 2 mois plus tard par la police australienne. Quant aux kidnappeurs, ils ne seront jamais retrouvés. Je vous fais un rapide topo sur la suite, sur l'enquête, etc. Mais avant, je sais que c'est redondant, mais c'est important et c'est ça qui me permet de continuer les vidéos. Cette histoire m'a demandé beaucoup de temps, je pense d'ailleurs que ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne. Donc si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci d'avance à ceux qui le feront. Donc pour la suite de l'enquête, la police en fait lui dit qu'elle ne croit pas du tout à sa version des événements, mais par la suite, un psychiatre de la police a rédigé un rapport et affirme qu'il dit bien la vérité. En plus de ça, 2 médecins qui ont été chargés d'ausculter Ricky diront dans leur rapport, je cite le premier médecin, « Je ne pouvais pas jurer que l'histoire de Ricky est vraie, mais je ne pouvais pas non plus la nier. » Quant au deuxième médecin, lui, il dira, « Après avoir soigné Ricky et lui avoir parlé, je n'ai aucun doute qu'il ait passé beaucoup de temps dans des circonstances extrêmes. Sachant cela, je trouve étrange que certaines personnes soient sceptiques quant à son histoire. » Et je rajouterais, moi à titre perso, surtout quand on voit les photos. Aujourd'hui, Ricky vit et travaille dans une entreprise de construction à Dubaï. Voilà, j'ai pas trouvé d'infos hormis celle-là. Dans une interview, il explique que s'il a pu tenir comme ça, c'est grâce à l'espoir. Oui, j'en reviens toujours à ça. C'est ça qui l'a tenu, l'espoir de revoir ses proches, de fonder une famille, de réaliser encore des projets, des rêves, etc. Et il rappelle qu'il a eu de la chance et que lorsque l'on voyage comme ça, il faut toujours prévenir une personne au moins de sa destination, de son trajet. Son livre est en version anglaise uniquement, je vous mets le lien pour ceux qui veulent. Un film tiré de son histoire était en projet, je n'ai rien retrouvé, donc je ne sais pas, je ne pense pas. Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse forcément. Voilà, c'était la folle histoire de Ricky Meggie qui a survécu 2 mois seul dans le désert australien après s'être fait kidnapper. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps pour traduire le livre et vous le retranscrire. Il fait plus de 250 pages, donc j'ai dû résumer. Je voulais aussi remercier les derniers abonnés qui ont rejoint la chaîne. Et également, j'ai vu qu'il y en a qui sont abonnés à ma 2e chaîne, donc merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Je ne m'attarde pas plus car les longues histoires comme ça, j'ai plus de voix ni de salive. L'appareil photo a déjà dû recharger plusieurs fois. J'espère que la coupure d'ailleurs se verra pas trop au montage. Donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous surtout et à bientôt, je l'espère. Salut!